connaît depuis hier la lauréate de la 8e édition du prix Ivoire 2015, un prix destiné à récompenser chaque année un auteur africain. Le prix a été attribué à la haïtienne Ketli Mars. Pour l'Association africaine de l'eau, l'eau potable consommée dans les ménages et bâtiments administratifs est gaspillée. Alors, comment changer la donne? L'association vient de mettre en place des mécanismes d'économie d'eau. Métro fermé, magasin clos, événements annulés, Bruxelles est paralysée depuis hier. L'état d'alerte maximale est toujours maintenu en raison d'une menace sérieuse et imminente d'attaque terroriste. Et ce drame en Birmanie, un glissement de terrain survenu aujourd'hui dans une mine de jade. Au moins 90 personnes sont mortes. L'accident a eu lieu dans une région isolée. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1. Pour l'Association africaine de l'eau, l'eau potable consommée dans les ménages et bâtiments administratifs est gaspillée. Alors, que faire? L'association a mis en place des mécanismes d'économie d'eau, notamment dans les toilettes de certains bâtiments publics. L'expérience a payé. Les sites sélectionnés ont réduit leur consommation d'eau d'environ 40%. Le reportage de Moussa Konaté. Beaucoup l'ignorent encore. Pour une chasse d'eau tirée, c'est une dizaine de litres d'eau potable évacuée dans les égouts. Résultat, 60% de la facture d'eau est consommée dans les toilettes. Un gaspillage donc, l'Association africaine de l'eau décide d'y mettre fin. Avec ce matériel innovant, un WC à chasse économe développé par un partenaire privé danois. Expérimenté depuis quelques mois dans des bâtiments administratifs de l'État, il produit des résultats satisfaisants. On avait au début 9 sites présélectionnés. Nous avons fini par prendre 4 sites. 4 sites dans lesquels nous avons installé les mécanismes. Il s'agit d'environ une soixantaine de mécanismes qui ont été installés dans ces sites dans l'objectif d'avoir une réduction d'environ 40%. Donc cet objectif-là a été atteint, 40% de réduction par rapport à la consommation initiale au début du projet. Outre ces avantages économiques, réduire la consommation d'eau potable, l'engin revêt aussi un enjeu environnemental. Les catastrophes ont pratiquement doublé depuis 10 ans à cause du réchauffement climatique. Les inondations, les sécheresses. Mais quand on parle d'inondation, c'est de l'eau. Quand on parle de sécheresse, c'est le manque d'eau. Donc nous devons faire le nécessaire pour réduire notre consommation d'eau. On ne dit pas de boire moins d'eau, mais on dit de réduire le gaspillage de cette eau-là. Au vu des résultats probants de ce premier projet pilote, l'État danois décide de financer un deuxième projet d'installation de mécanismes de réduction d'eau. Une autre phase expérimentale qui prendra en compte les ménages. Les semences et les plants de bonne qualité contribuent pour 30 à 40% à la rentabilité des cultures agricoles, selon le ministère de l'Agriculture. Eh bien, pour obtenir ce résultat, le ministère initie une formation à Yamoussoukro. Elle concerne les semenciers ivoiriens. Ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi dernier, jour de cette formation, a été consacré à la certification des semences et plants. On en sait plus avec Léon Pro. Espace risicole de Nanan, Yamoussoukro, agent du laboratoire national d'analyse des semences agricoles, inspecteur et contrôleur sémencier à la tâche pour connaître des préalables au jugement de la qualité des semences et plants, entre autres la superficie de la parcelle, le précédent cultural, la variété et la génération de riz, l'origine et la date de semences, les attaques des plants et leur traitement. Pour qu'une semence soit certifiée, il faudrait que la variété qui va être multipliée soit homologuée. Après cette homologation, une déclaration de culture au service semencier. Le contrôleur maintenant va sur la parcelle pour faire le contrôle. Rendez-vous au magasin de stockage pour l'échantillonnage et du conditionnement des semences, puis cap sur le laboratoire national d'analyse, dernière étape du processus de certification des semences agricoles. Lorsque nous arrivons au laboratoire, nous procédons pour évaluer la qualité de la semence. Et la qualité de la semence, cette notion comporte plusieurs composantes. La faculté germinative, la pureté variétale, le taux d'humidité. Nous avons en somme 6 tests que nous faisons et lorsque ces 6 tests sont réussis, on dit que vous avez produit de la semence de qualité, donc de la semence certifiée. Du bureau au laboratoire d'analyse en passant par le champ et le magasin de stockage, toute la chaîne de production et de certification des semences agricoles est passée au peigne fin, une riche expérience. On me parlait de GTS, j'ai entendu, mais je n'ai jamais vu ça. Mais aujourd'hui que j'ai vu et que moi-même, on m'a donné pour manipuler,
Désormais, ça serait facile. Nous avons eu beaucoup de notions, nous avons appris beaucoup et nous sommes certains que cela nous aidera sur le terrain. Pour donc matérialiser ce renforcement de capacité, des diplômes sont remis aux participants, mettant ainsi fin à cette formation de 4 jours financée par la Coordination nationale de Africa-Cid, l'ex-réseau semencier africain qui regroupe 40 pays avec son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En santé, le CHU de Yopougon, en association avec la médecine du travail, forme une trentaine de médecins à la prise en charge de l'asthme professionnel. La formation a duré près de 2 mois. Apte donc à apporter une réponse efficace à cette pathologie, ces médecins ont reçu leur attestation, nous disent nous Sangaré, Guillaume Zéré et Serge Koléa. Médecins du travail déclarés aptes à prendre en charge l'asthme professionnels. Ils ont bénéficié de 60 jours de formation. Ces spécialistes savent désormais comment diagnostiquer et traiter la maladie. Nous avons appris que le dépistage se faisait sur la base d'un examen très précis qui est la spirométrie. Et c'est à partir de cette spirométrie-là que nous sommes à même de pouvoir identifier le caractère de cet asthme-là et d'y apporter le traitement adapté. Mettre en place des attitudes, des actions afin de prévenir la survenue de ces pathologies. En Côte d'Ivoire, l'asthme professionnel causé par l'environnement du travail du patient représente 10 à 20% des cas en général. Les travailleurs malades pourront enfin bénéficier d'une prise en charge efficace. Ce que nous avons dit au cours de nos séminaires, ce n'est pas des choses que nous inventons. Ce sont des données scientifiques validées par les plus grands spécialistes en la matière dans le monde entier. Il y a des consensus. Et même lorsque vous êtes sûr que votre malade est asthmatique, il faut quand même que de façon régulière, vous lui faites une spirométrie parce que c'est ce l'examen qui va vous permettre soit de diminuer son traitement, soit d'augmenter, soit même à un moment donné de dire que ce malade est vraiment bien stabilisé. La direction de la médecine du travail et le service d'exploration fonctionnelle du CHU de Yopougon ont conjugué leurs expertises pour la réussite de ce séminaire de formation. L'asthme est une maladie touchant les voies respiratoires aériennes. Elle entraîne chez le patient une difficulté à respirer quand survient la crise. L'effet de l'école obligatoire est visible dans le département d'Agny-Bilekro. La décision gouvernementale est respectée. Plusieurs enfants ont pu intégrer l'école grâce à cette mesure, nous explique Mamadou Kwasi. Âgé de 15 ans, Amadou Sidibi est en classe de CP2 à l'école primaire publique Agny Plateau 3 dans la ville d'Agny-Bilekro. Amadou intègre l'école grâce à la loi portant l'école obligatoire à tous les enfants de moins de 16 ans. Après 3 années de formation dans le système confessionnel islamique, Amadou veut relever d'autres défis. Comme j'ai fait l'école coranique, ça coûte ça je suis venu ici. Je veux connaître papier, je veux connaître pour lire, je veux connaître écrire, ça coûte ça je suis venu ici. Au début, je se sentais un peu complexé, mais actuellement ça va. Parce qu'au début, quand les camarades l'ont vu, bon, ils étaient beaucoup étonnés, ils riaient, donc j'étais obligée de leur dire de ne pas se moquer de lui, que c'est maintenant, il vient à l'école que ça arrive. Donc ils ont compris, donc ils sont avec lui, ils jouent avec lui, pas de problème. Inscrit au CP1 à la dernière rentrée des classes, il est actuellement au CP2 après quelques mois de cours. Une progression qui s'explique selon le directeur de l'école. Il s'est retrouvé au CP2 parce que c'est vrai, quand on a envoyé l'enfant à l'inscription, il nous a paru extraordinaire par rapport aux autres enfants de CP1. Et comme ça, on a soumis à un test. Un test de CP qui consiste à lire d'abord les sons, à lire des syllabes, associer des sons et des syllabes. Il a reçu brillamment à ce test. Ce sont au total 10 enfants de près de 15 ans qui ont été inscrits au groupe scolaire Agny Plateau. Dans le département d'Agny-Bilekro, l'école obligatoire est une réalité. En ville comme au village, les parents d'élèves ont totalement adhéré à cette initiative du gouvernement. Même si aujourd'hui cette loi connaît quand même des limites liées à la disponibilité des places. Compte tenu de l'affluence, les effectifs étant très élevés par manque de structure, on a oublié de scinder la classe en 2. Donc un maître intervient le matin et puis un autre intervient l'après-midi. Et puis les mercredis, je retrouve tous à l'école pour rattraper un peu ce qu'ils auraient perdu. Pour cette année scolaire, les enfants ont reçu la documentation nécessaire pour leur assurer une année réussie, avec pour perspective
de meilleurs résultats en fin d'année. L'école obligatoire concerne les enfants de 6 à 16 ans. La mission évangélique luthérienne de Côte d'Ivoire, ONG chrétienne, veut donner la chance aux enfants non scolarisés ou qui ont abandonné l'école de reprendre le chemin des classes. La mission vient d'ouvrir des classes passerelles dans la commune d'Atekoubé. Patricia Omouetia. L'initiative des classes passerelles a pour but d'aider à insérer dans le système formel des enfants de 9 à 14 ans non scolarisés ou ayant abandonné l'école. Le groupe scolaire Djeloukou, situé dans la commune d'Atekoubé, accueille des classes passerelles pour la rentrée scolaire 2015-2016. Si ces enfants ont pu bénéficier d'un encadrement accéléré et intégrer le système éducatif formel, c'est grâce au projet Espérance pour tous. Ici, c'est le CPU. Le CPU, entendez, le cours préparatoire unique qui regroupe et le CP1 et le CP2. Le projet prend 70 enfants en compte. Chaque classe passerelle compte une trentaine d'enfants encadrés par des bénévoles. Nous fusionnons la classe de CP1 et la classe de CP2. Mais rien ne change dans la méthode de transmission des cours. Rien ne change. On prend toujours les mêmes méthodes, mais seulement que ce qui est modifié un peu, c'est le guide maître. Parce que notre guide maître est un peu différent des autres. C'est-à-dire qu'en notre guide maître, nous avons en même temps pour le CP1 et pour le CP2. Donc nous faisons tout ça en une seule année. Une voie de recours pour Touré Fatmata, mère de 2 enfants. Bon, par rapport à ce projet, je peux remercier d'abord l'encadrement de ce projet. Je leur dis merci, que Dieu avance ce travail pour que nous, les enfants de demain aussi, puissent devenir quelqu'un aujourd'hui. Le projet Espérance pour tous, à travers son volet classe passerelle, a déjà ouvert des classes dans les quartiers d'Abobo-Biabou et Abobo-Plaque 1. Parlons à présent de la lutte contre les violences faites aux femmes. L'ONU Femmes lance 16 jours d'activisme contre ces violences. La représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire était sur le plateau du magazine du dimanche. Au journal de 13h présenté par Fatou Fofana, elle a fait le point de la lutte en Côte d'Ivoire et notons que l'action principale de ce programme d'activisme est la sensibilisation des femmes elles-mêmes et de toute la société. Voyons juste un extrait. La Côte d'Ivoire a initié les 16 jours d'activisme en 2008, donc ça fait 8 ans. 8 ans. C'est la 8e édition en ce moment. On pourrait dire que le bilan est quand même mitigé, parce qu'au début, ce qui est demandé, c'est aux femmes de rompre le silence et de dire non à la violence. Parce qu'on ne peut pas résoudre les violences quand elles ne sont pas dénoncées. Donc c'est la première chose. Maintenant, en Côte d'Ivoire, quand je dis que le bilan est mitigé, c'est que nous avons des actions très positives quand même qui ont été menées en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a déjà une stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a déjà une loi qui réprime les mutilations génitales. Absolument. Donc tout ça, c'est vraiment des actions concrètes et très positives. Il y a déjà une cellule, une direction au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui est dédié à ce combat. Donc ça, c'est très important. Mais quand je dis que le bilan est mitigé, c'est que les violences, on peut dire qu'on les voit progresser et s'étendre sur le territoire national. Et donc, on peut se demander, mais comment se fait-il que les violences continuent à être perpétrées, même les mutilations génitales, alors qu'il y a une loi qui réprime les mutilations génitales. Nous aimerions, en tant que système des Nations Unies, aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire, on voudrait vraiment que tout le monde se lève pour mettre fin aux violences en Côte d'Ivoire. Et l'ambassadrice des Pays-Bas au Soudan a trouvé une idée ingénieuse pour lutter contre les violences faites aux femmes. Hier, elle a traversé, tenez-vous bien, le Nil à la nage à Khartoum. La diplomate a nagé sur plusieurs centaines de mètres dans les eaux troubles du Nil, accompagnée de 6 autres néerlandaises et 7 soudanaises. Leur intention est claire, promouvoir l'émancipation des femmes au Soudan. Serge Koléa. Suzanne Blancard a tenu son pari. Âgée de 63 ans, l'ambassadrice des Pays-Bas au Soudan a fait le pari il y a quelque temps de nager dans les eaux troubles du Nil. Son acte vise à faire la promotion des droits de la femme au Soudan et dans le monde entier. Elle était accompagnée pour l'occasion de 13 autres femmes, 6 néerlandaises
et 7 Soudanaises, toutes vêtues aux couleurs de la Hollande. Elles ont exprimé à leur façon leur désir de voir les violences et les discriminations faites aux femmes s'arrêter. Promouvoir l'émancipation de la femme aux 4 coins du monde, voici l'objectif de cette séance de natation conduite par l'ambassadrice des Pays-Bas au Soudan. Plusieurs centaines de mètres de nage dans le Nil pour inviter les dirigeants du monde entier à réserver un meilleur sort aux femmes. La baignade a eu lieu sous le regard attentif d'une équipe de sauveteurs soudanais répartis sur plusieurs kayaks. La diplomate hollandaise s'est tout simplement félicitée de cette séance de natation qui montre que les femmes, au même titre que les hommes, peuvent servir à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité. Et voilà, on peut dire que les idées pour lutter contre les violences faites aux femmes ne manquent en tout cas pas. Toujours sur le continent africain, le Maroc qui vient de mettre en place un projet pilote, la régionalisation avancée. C'est un modèle de développement que se donne le Royaume du Maroc pour ses différentes provinces. Pour la création d'infrastructures économiques, le rayonnement du Sahara, le Royaume chérifien va mobiliser 12 milliards de francs CFA. Thomas Gessambi. 40e anniversaire de la marche verte à Laayoune, une des capitales des provinces du sud marocain. Cette commémoration, le royaume chérifien la veut toute particulière, l'inscrire dans les annales de l'histoire du pays. Le roi Mohamed VI, en effectuant le déplacement de Laayoune dans le Sahara, déplacement de toutes les émotions, c'est avec un cortège de projets de développement avec leur retombée à la fois économique et sociale, le tout contenu dans la régionalisation avancée, que le souverain chérifien se déplace. La régionalisation avancée, une disposition introduite dans la nouvelle constitution du royaume, mais aussi une innovation à l'échelle de l'Afrique et du monde arabe. Un exemple appelé à faire tâche dans la région. Les ambitions de ce modèle, le développement humain inclusif et durable, la participation des acteurs représentatifs et de la population locale à toutes les phases d'élaboration et de mise en œuvre des programmes de développement de la région, le respect des droits humains pour ne citer que ces ambitions. En peu de mots, faire des provinces comme celle du Sud un espace géostratégique de référence pour la paix, la stabilité et la prospérité partagée pour l'ensemble de la région euro-africaine. Dans la dynamique, conférer aux provinces du Sud une fonction de hub entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire sera présente à la Foire internationale du tourisme de Madrid, en Espagne, du 20 au 24 janvier 2013. Avant l'événement, le pays se prépare. Le ministère du Tourisme vient de tenir une réunion avec les acteurs du secteur. On en sait plus avec Patricia Omouitia. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera présente à la Foire internationale du tourisme de Madrid. FITOUR 2016, qui est l'un des plus importants salons du tourisme au monde, va se dérouler du 20 au 24 janvier dans la capitale espagnole. Avant ce grand rendez-vous, le ministre du Tourisme et l'ambassadeur d'Espagne se concertent. La Côte d'Ivoire aurait un stand de 100 mètres carrés, ce qui est assez exceptionnel et qui montre donc l'accroissement de la visibilité de la Côte d'Ivoire et qui place la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme l'une des destinations les plus prisées dans la sous-région. Approfondir les relations entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire dans le tourisme et pour augmenter les échanges des visiteurs, les échanges commerciaux dans ce secteur qui est si important pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le développement économique aussi de l'Espagne. L'objectif de la Côte d'Ivoire en se rendant à ce salon est de consolider les actions de promotion de la destination Côte d'Ivoire sur le marché espagnol. Nous sommes partis de 37 mètres carrés lorsque nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes à 100 mètres carrés. Nous sommes visibles et ça donne un enthousiasme réel aux opérateurs étrangers qui voient qu'effectivement, non seulement l'État est là pour accompagner les opérateurs, mais la structure de référence qui est la structure Côte d'Ivoire Tourisme est là également. Nous certifions le fait qu'ils sont capables
de vendre à des destinations dans ce sens-là. La Foire internationale du tourisme de Madrid est le rendez-vous du marché touristique international avec plus de 165 pays et exposants. Je vous l'annonçais dans les titres, on connaît depuis hier la lauréate de la 8e édition du prix Ivoire 2015, un prix destiné à récompenser chaque année un auteur africain pour l'une de ses œuvres. Le prix a été attribué à la haïtienne Ketli Mars. Serge Kouléa. Ketli Mars, poète, novelliste et romancière haïtienne, est la lauréate du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2015. Je suis vivant, son 7e roman, publié en mai 2015, a supplanté les 6 autres œuvres en compétition. L'écrivaine se réjouit de cette distinction qui, dit-elle, la rapproche davantage de ses origines africaines. C'est l'émotion, c'est le plaisir, c'est le sentiment de fraternité, de partage que je ressens ce soir. La trame de l'histoire se passe après le séisme qui a frappé Haïti en 2010 et c'est une histoire humaine, une histoire familiale, mais qui rejoint l'universel. Le style atypique et les personnages émouvants de son roman « Je suis vivant » ont convaincu les membres du jury. Aujourd'hui, l'Afrique révèle son originalité aussi bien dans ses histoires que dans ses esthétiques qui sont quand même très fortes et très particulières. 8 ans que l'association Aquabaculture célèbre la littérature africaine. L'association ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. On a pu quand même réussir encore le pari de tenir cette édition et de porter toujours plus haut ce prix qui, je pense, fait véritablement la fierté de notre pays. Invités spéciaux de l'association Aquabaculture, les écrivains Amadou Kone de la Côte d'Ivoire et Mohamed Mbouga Assar du Sénégal ont été honorés en recevant des trophées. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone s'est élargi cette année aux diasporas africaines. La 4e édition du Festilag, le Festival international du film des Lagunes, vient de s'achever. 4 prix ont été attribués dans les catégories film, long métrage, court métrage et documentaire. Isayo Serge Kouléa. Les lauréats du Festival international du film des lacs et lagunes 2015, Festilag, sont connus. Le prix du meilleur long métrage, Grand Prix de la diversité culturelle, a été remporté par le Camerounais Boris Lojkili avec son film Hop. Il empoche plus de 3 millions de francs CFA. Le prix du meilleur court-métrage est revenu au Français Farid Bentoumi avec son film Un métier bien. Quant au Français Laurent Chevalier, il s'est vu octroyer le prix du meilleur film documentaire avec La Trace de Kandia. Le prix Lagoon Wood du meilleur film ivoirien a été octroyé à l'ivoirien Mo Diaby grâce à son film Djibada. Ce prix, je le considère comme étant une marque de reconnaissance pour le travail fait par la nouvelle génération de réalisateurs ivoiriens. Le cinéaste ivoirien Idriss Diabaté, par ailleurs président du jury du Festilag, a reçu un prix d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. C'est un sentiment de fierté, de grandeur. Quand on pense à toi, pour faire quelque chose de cette dimension-là à ton nom, tu ne peux être que fier. La directrice du festival, Nakissi Sabané, s'est félicitée de la bonne tenue de cette édition du Festilag. Je suis satisfaite parce que depuis 3 ans, on est en train de travailler sur cette relance du cinéma. Et petit à petit, nous avons construit un public. Nous attendons maintenant la réouverture des salles. La 4e édition du Festival international du film des lacs et lagunes a été l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser les hommes et les femmes sur la nécessité de lutter efficacement contre l'excision. Le cinéma à l'honneur en Côte d'Ivoire, mais aussi en Tunisie. Le pays organise les 26e journées cinématographiques de Carthage, qui se veulent une vitrine du film engagé d'Afrique et du monde arabe. L'événement a débuté hier soir sous haute surveillance. La 26e édition intervient après une succession d'attaques djihadistes dans le pays qui ont visé des touristes ainsi que des policiers et des militaires. Amni Sissoko. Combattre la violence par le cinéma. C'est le message des 26e journées cinématographiques de Carthage, JCC en Tunisie. Cette 26e édition intervient après une succession d'attaques djihadistes visant touristes, policiers et militaires dans le pays. C'est donc sous haute surveillance sécuritaire
que les invités de ce festival, à savoir des vedettes de cinéma et des hommes politiques, se sont rendus à la Bonbonnière, ancien théâtre de Tunis où s'est déroulée la cérémonie officielle. Le cinéma, bien sûr, il est là encore plus, il est là pour affirmer notre désaccord ou bien notre refus de cette dictature qui s'installe, obscurantiste, et qui s'installe petit à petit. Il faut s'occuper de la culture, il faut s'investir dans la culture pour combattre tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on est en train de vivre. Ce festival cinématographique de Carthage est réservé aux réalisateurs arabes et africains. 81 films sont en compétition, dont 17 longs métrages, 13 courts métrages et 16 documentaires pour le premier prix, le Tanit d'or, en référence à la déesse carthaginoise de la fertilité. 350 films du monde entier seront proposés aux cinéphiles. Il y aura également des projections dans des prisons. Par ailleurs, des ateliers pour enfants et des jeunes amateurs de cinéma seront encadrés par des réalisateurs. Le Festival cinématographique de Carthage aura 50 ans en 2016. Il a été créé par le réalisateur tunisien Taha Cheria en collaboration avec Ousmane Samben, cinéaste sénégalais. Abidjan, à l'instar des grandes villes du monde, vit au rythme de la nuit. Après le stress du boulot, pendant la semaine, les hommes et femmes n'hésitent pas à sortir les week-ends pour se donner du bon temps. Mais où vont-ils et que vont-ils y faire? Quels sont les endroits privilégiés? Éléments de réponse avec Issaïo et Victorine Yaoyoboui. Makuri Zone 4 ce samedi, il est minuit 30. Nous sommes dans l'une des boîtes de nuit les plus chaudes de la capitale, Abidjan. Ici, il n'y a qu'une clientèle adulte qui vient s'amuser après une semaine chargée et stressante. Venez tous, il y a l'ambiance. Ici, Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est ici que ça se passe. Abidjan a repris de plus belle pour ceux qui font le business de la nuit. Nous, on ne se plaint pas, on est content. À Yopougon rue Princesse, l'ambiance surchauffée des maquis a fait place aux boîtes de nuit. Nous sommes là et ça va. Nous avons repris le travail et tout va bien actuellement à la rue. Désormais, les folles ambiances de la commune se sont déportées au carrefour antenne du quartier Maroc. Ici, les maquis font la loi. On s'amuse bien et je suis sortie, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire s'est réconciliée. J'aimerais que ça soit comme ça. Pour être à l'aise dans le pays, quoi. Big up à tout le monde, je vous aime, on est ensemble. En Zouglou, ça réussit toujours, pour dire comme ça que la Côte d'Ivoire est encore dans cette activité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce pays-là même où on a tenu le dos à la violence. Les week-ends sont également l'occasion pour les vendeurs de faire de bonnes affaires. C'est le cas de David Nikieba, vendeur de pain au saucisson, même s'il reconnaît faire face à quelques difficultés. Même si c'est dur, mais par grâce de Dieu, ça va. On se défend. Vendredi, samedi, dimanche, ça marche plus par rapport aux jours ouvrables. Puis c'est le week-end, les gens sortent plus. Les chauffeurs de taxi ne se plaignent pas non plus. Je roule jusqu'au matin. Il n'y a rien. La ville est tranquille. La police, la sécurité et tout. Aujourd'hui, je me défends, ça va. Il y a la recette sans problème. Le constat est net. Abidjan vit la nuit. Les travailleurs de nuit vaquent à leurs occupations sous la surveillance et l'œil vigilant des forces de l'ordre. Voilà, reportage réalisé par Issaïo et Victorine Yaoyoboui. Et le Mali qui se remet peu à peu après l'attaque sanglante contre l'hôtel Radisson Blu à Bamako, attaque dans laquelle au moins 20 personnes ont péri. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de la CEDEAO, apporte sa compassion aux Maliens. Macky Sall, en visite dans le pays, s'est rendu sur les lieux du drame. Le Mali ne sera jamais seul face aux djihadistes, a-t-il souligné. Par ailleurs, les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur les auteurs de cet attentat revendiqué par le groupe islamiste Al-Mourabitoun, lié à Al-Qaïda. Métro fermé, magasins clos, événements annulés. Bruxelles est paralysée depuis hier. L'état d'alerte maximale est toujours maintenu en raison d'une menace sérieuse et imminente d'attaques terroristes coordonnées, similaires à celles qui ont tué 130 personnes à Paris. Cette mesure d'urgence va durer jusqu'à quand? On en saura davantage demain. Pour l'heure, les forces de l'ordre continuent de patrouiller. Ils sont à la recherche de plusieurs suspects liés aux attentats de Paris ou à des projets similaires sur le sol belge.
Et malgré la menace terroriste, la COP21 à Paris se tiendra à Kuala Lumpur. Barack Obama a appelé ce matin la planète à rester forte face aux menaces djihadistes. Il a demandé aux populations de ne pas céder à la panique, nous explique Ami Sissoko. Le monde doit faire preuve de détermination face au terrorisme. Ces propos sont du président américain Barack Obama. Alors que Bruxelles est en état d'alerte maximale face aux menaces terroristes et que Paris, Beyrouth, Bamako et plusieurs autres villes africaines sont meurtries, Barack Obama invite les chefs d'État et de gouvernement depuis Kuala Lumpur en Malaisie à participer à la conférence mondiale sur le climat de Paris après les attentats. Le président américain a promis de gagner le combat contre les terroristes. Selon lui, l'arme la plus puissante dont le monde dispose pour combattre le groupe État islamique est de ne pas entretenir la peur. La conférence mondiale destinée à lutter contre le réchauffement climatique s'ouvre le 30 novembre au Bourget, au nord de Paris. Et près de 140 chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont attendus. 2 dirigeants d'opposition du Bangladesh ont été pendus dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour crimes commis lors de la guerre d'indépendance du pays. Ces pendaisons interviennent après le rejet par le président Abdul Hamid et la Cour suprême de leur demande de grâce. Gabriel Zani. 2 dirigeants d'opposition du Bangladesh pendus dans la nuit de samedi à dimanche pour crimes commis lors de la guerre d'indépendance du pays. Ces pendaisons interviennent après le rejet par le président bangladeshi Abdul Hamid de leur demande de grâce. Il s'agit d'Ali Hassan Mohammad Mouahid, le numéro 2 du Jamaat Islami, le plus important parti islamiste du pays, et de Salahuddin Quater Chondouri, un proche conseiller de Khaled, chef du principal parti d'opposition du Bangladesh. La condamnation à mort des 2 hommes en 2013 avait suscité les plus graves violences dans le pays depuis son indépendance. Près de 500 personnes avaient été tuées. Mouahid, de 67 ans, est accusé du meurtre d'intellectuels de premier plan. Chondouri, 66 ans, ancien député, condamné pour génocide pendant la guerre d'indépendance. Le mercredi, la Cour suprême du Bangladesh avait rejeté l'ultime appel des condamnés. Des dizaines de dirigeants de l'opposition ont dénoncé les décisions de ce tribunal, mais des partisans de la Ligue Awami, le parti de la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, sont descendus dans les rues pour manifester leur satisfaction. Les organisations étrangères de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, ont critiqué le procès et appelé vendredi le Bangladesh à surseoir à l'exécution imminente des 2 opposants. Des appels qui manifestement n'ont pas été entendus. Et ce drame en Birmanie, un glissement de terrain est survenu aujourd'hui dans une mine de jade. Au moins 90 personnes sont mortes. L'accident a eu lieu dans une région isolée. Une montagne de remblais s'est effondrée sur des dizaines de cabanes de fortune dans lesquelles dormaient des habitants vivant de la recherche de morceaux de jade restés non exploités. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Demain 20h, retrouvez Ali Darasouba. Merci à vous tous de votre aimable attention.